RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 27 octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et justement, en ce mercredi 27 octobre, c'est le début du projet Nancy All Stars que porte le directeur pédagogique et développement de l'école Musique Académie Internationale, monsieur Alexandre Esteban, qui est l'invité au sein des Masques tombent aujourd'hui. Bonjour Alexandre, comment tu vas ? Alors bonjour Sarah, je vais très bien. En tout cas, déjà un grand merci pour cette invitation. C'est très très important, ça me tient beaucoup à cœur, donc merci. Merci à toi d'être venu. On en parlera un peu plus tard de ce grand projet. Mais tout d'abord, l'école Musique Académie Internationale, c'est l'école numéro 1 d'enseignement musical professionnel en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a été créée et un petit peu les fondations de cette école ? Alors les fondations, on va dire ça date de 1981 sous un autre nom. Ça s'appelait à l'époque le CMCN, Centre Musical et Créatif de Nancy. Cette école était avant tout associative et on était sur autant de l'enseignement loisir que alors d'abord de l'enseignement loisir, et par la suite il y a eu ces fameuses fermetures de toutes les usines de métallurgie, etc. Il a fallu reclasser les gens, leur apprendre de nouveaux métiers, et c'est de là que la formation professionnelle pour les musiques actuelles a pris un élan au CMCN, et ça a eu une ampleur hallucinante, et en 96 on a changé de format et on est devenu donc MAI, Musique Académie Internationale, et là maintenant on ne fait plus que de la formation professionnelle. Et pour les personnes intéressées, comment vous faites votre recrutement, comment on fait pour rejoindre l'école ? Alors, pour rejoindre l'école, déjà faut avoir envie de faire ce métier. Alors, soit d'être instrumentiste, nous on fait guitare, basse, batterie, clavier, mais on fait également évidemment le chant. Puis il y a tout ce qui est technique du son, donc il y a technicien son, il y a les compositeurs de musique à l'image, il y a également, là c'est nouveau depuis cette année, tout ce qui est beatmaking, donc les artistes, créateurs, entrepreneurs, avec tout ce qu'on voit maintenant sur les plateformes vidéo, pour ne pas les citer, etc. qu'on voit partout. Ça devient vraiment une nouveauté, et on travaille évidemment bientôt sur de prochains formats. Donc pour venir, faut avoir envie de faire ce métier, et on passe une audition. Voilà, il y a pas tout le monde qui rentre, faut quand même avoir au moins savoir un peu de quoi on cause. Par exemple, si t'es guitariste, si jamais t'as appris à faire 3 accords 3 semaines à l'avance, ça va pas être possible. Étant donné que notre formation, nous maintenant, elle est sur le minima c'est 1 an, mais on part sur 3 ans, et c'est quand même 30 heures de cours par semaine. Donc faut s'accrocher, là c'est du sérieux. Alors on passe l'audition, et puis après, si l'audition est OK, on s'inscrit et on suit la formation. Donc il faut quand même avoir quelques bases avant de passer l'audition. Il faut avoir quelques bases. Seulement, alors pour les musiciens ou les techniciens qui nous écoutent, le solfège, ça compte pas pour nous, puisqu'on reprend tout depuis zéro. Effectivement, le solfège, c'est ce qui fait peur à tout le monde, tout ce qui est rébarbatif. Mais en vrai, non, c'est plutôt une pratique de l'instrument ou une pratique de son art qui équivaut à peu près à 2 ans. Et de là après, on statue. Et là, tu es en train de parler qu'il faut quand même un minimum de base, mais quel type de profil aussi vous recherchez en général ? Alors, nous, on recherche pas, en vrai. C'est plutôt, on n'a pas d'idée. Tout ce qu'on a envie, c'est vraiment d'avoir des artistes qui ont les crocs, qui ont faim. C'est ça notre motivation. C'est nous, lorsqu'on voit des jeunes qui arrivent à peu près tous les ans, notre moyenne d'âge, elle est entre 18 et 24 ans. Donc c'est quand même assez jeune. Et on voit que sur tous les jeunes qui viennent chez nous, on a pratiquement 80% d'autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas issus d'écoles étatiques comme les conservatoires, comme les écoles municipales. Ça, ils ne l'ont pas fait. Bien souvent, pourquoi ? Parce qu'ils font ils sont issus des musiques actuelles. Nous, on fait pas de classique, on fait vraiment que des musiques actuelles, donc musique amplifiée. Et effectivement, l'offre en France, elle est pas si répandue que ça. Donc forcément, c'est des jeunes qui, tout à coup, à 13-14 ans, mais parfois plus tôt, sont mis à faire de la batterie, de la guitare ou du chant. Donc des fois, ce sont des vocations tardives. Et pour les vocations tardives, il n'y a pas grand-chose d'autre que les centres de formation pro, quoi. Et aujourd'hui, tu comptes combien de membres au sein de l'école ? Alors, en élèves, on est sur une moyenne générale à peu près de 150. Sur les intervenants, on a à peu près 120 intervenants différents, mais
on va dire sur les récurrents, les intervenants récurrents qui viennent le plus souvent, on est de l'ordre de 70. Et vous faites aussi des initiatives parce que depuis le mois d'avril, vous avez créé le Bachelor Expert of Modern Music. C'est une première en France, c'est la possibilité de terminer ses études à Los Angeles. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Alors ça, ouais, c'est une grosse fierté. On vient de le lancer là en septembre. On a eu donc effectivement, figure-toi que en France, quand même, il n'existait pas de bachelor des musiques actuelles. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Tout le monde me disait, oui, Alex, fais un bachelor. Et puis moi, je dis, ça doit exister. J'ai eu beau regarder, rien du tout. Alors que tous les pays européens et tous les pays du monde ont un bachelor des musiques actuelles depuis très longtemps. Très, très longtemps. Alors, il semblerait que ce ne soit pas une préoccupation de nos chers amis du ministère de la Culture. Donc, écoutez, nous, on est privés, on s'en charge. Et effectivement, on peut on peut s'inscrire que pour 1 an. Mais un bachelor, c'est 3 ans. Donc là, il est vraiment étalé sur 3 ans. On peut faire 1 an chez nous et partir pour 2 ans à Los Angeles. 2 ans chez nous et partir pour 1 an à Los Angeles, ou tout faire chez nous. Voilà, ça c'est pas un souci. Tout est crédit, c'est tout un système de crédit, bien sûr, de crédit d'enseignement. Et évidemment, on ne va pas faire que de son instrument. À côté de ça, on va apprendre tout ce qui est transversal et qui est essentiel maintenant pour un artiste s'il veut vivre. C'est-à-dire qu'évidemment, il va apprendre vraiment la technique du son, donc la sonorisation live, mais également la sonorisation et l'enregistrement studio. Donc évidemment, on démarre par de la musique assistée par ordinateur, mais très vite, on va rentrer en studio. On va travailler sur Pro Tools. On va également travailler sur des machines, donc le beatmaking. Il y a également de la technique vidéo. Il y a beaucoup de législation, de musique business, de marketing, etc. Tout ça pour que vraiment à la fin du bachelor, il puisse être complètement autonome, savoir faire plein de choses différentes. C'est un peu du touche-à-tout aussi. Également. C'est le touche-à-tout, mais en fait, si vous voulez, maintenant le monotalent, ça n'existe plus pour un artiste s'il ne sait faire qu'une chose. Alors c'est déjà la guerre pour vivre de son art. Mais alors s'il sait faire qu'une chose, bonne chance. Alors que non, il faut savoir faire beaucoup de choses pour pouvoir s'intégrer professionnellement. Donc tu es en train de dire qu'au sein de l'école aussi, vous apprenez aux élèves à s'ouvrir sur d'autres champs alors qu'ils n'étaient pas forcément adeptes de notre discipline. Absolument, ouais, complètement. Mais ça marche super bien parce que si jamais t'arrives en tant que musicien et que tu n'es pas curieux, comment veux-tu qu'on s'intéresse à toi et comment demander aux autres d'être curieux par rapport à toi? Non, faut être curieux, faut avoir faim de tout. Surtout quand on arrive à 18 ou 24 ans, c'est pas le moment de dire oui, moi je préfère, oui, vous. Écoute, si tu préfères ça, va le faire ailleurs. Oui. Tout simplement, mon grand. Voilà. Surtout que nous, nos programmes, ils sont listés, ils sont très clairs et non, voilà. Ça roule en fait, ça roule bien. Et justement, pour les personnes qui sont curieuses, vous organisez des stages aussi? On organise des stages. Alors là, on les a pas encore sortis, mais tout bientôt. Allez, d'ici 3 semaines, parce que c'est moi qui les écris. Donc, je suis un peu occupé en ce moment. Mais effectivement, il va y avoir des stages ponctuels. Donc, ça va de 3 à des fois 10 jours. Donc ça, on va effectivement l'annoncer très prochainement. Mais il y aura du stage. Alors, il va y avoir du stage pour l'identité du chanteur, qui sera en 2 parties. Une partie à Paris, une partie à Nancy. Il va y avoir du stage pour les compositeurs de musique à l'image, donc il y aura une partie composée pour un orchestre symphonique. Il y aura également une partie gaming, donc c'est-à-dire toutes les musiques qu'on retrouve sur les jeux vidéo. Et il va y avoir également un stage de 3 fois 3 jours pour les métalleux, parce qu'on les oublie souvent, mais les métalleux ils sont bien présents. Même si c'est ce qu'on appelle une musique de niche, c'est probablement la niche la plus remuante qui existe. Donc voilà, donc ça je tiens à les garder. Moi je pense toujours à eux, aux métalleux. Et encore d'autres choses, et évidemment nos traditionnels stages d'été, où là on a toujours au minima on reçoit 80 personnes qui sont issues de toute la France en été. Voilà. Et au sein de l'école aussi, vous poussez, donc je dis tu, mais également les autres des enseignants poussent les élèves à affirmer leur identité, à prendre leur carrière en main et aussi à développer une autonomie. C'est ça? Absolument. À former leur identité aussi. On forme leur identité, mais en fait, en vrai, comme on dit en mauvais français, en vrai, je sais pourquoi ils viennent les jeunes. Ils ont des rêves. Donc nous, les rêves, on adore. C'est les fantasmes qui sont pas bons. Donc les fantasmes, souvent, on les transforme en compétences, en disant coucou gamin, c'est ça la réalité du terrain. Mais surtout, la deuxième chose pour laquelle ils viennent, s'ils viennent, c'est parce qu'ils sont isolés. Parce que de toute façon, un artiste isolé, c'est un artiste en danger. Donc ils viennent pour le réseau. Et ça, c'est la grande force de l'école, c'est de fabriquer un réseau. Cette année, et comme tous les ans, il n'y a que 20% de nos élèves qui sont issus du Grand Est. Tout le reste, c'est France et monde.
Par exemple, cette année, on a un Suédois, on a une Colombienne, et après c'est étalé, c'est vraiment, ça vient de toute l'Europe, et de là se forment des groupes. Notamment sur le projet dont on va parler tout à l'heure, il y a des groupes qui se sont formés à Emaï. Et qui n'auraient jamais pu se rencontrer autrement qu'à Emaï, puisqu'il y en a un qui venait de Bretagne, l'autre de Belgique, voilà, etc., une de la Réunion, etc. Donc c'est un formidable tremplin, et surtout Emaï, c'est une famille. Lorsque l'on va voir un concert ou qu'on se balade à droite à gauche, moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec les maisons de disques, sur les plateaux télé, etc. À chaque fois, j'ai toujours rencontré quelqu'un, soit qui connaissait Emaï, alors qui connaissait Emaï, ça il y en a beaucoup, mais qui était un ancien élève d'Emaï, mais mon Dieu, mais il y en a partout en vrai. Il y en a vraiment vraiment partout. On a juste à regarder rien que le tissu local, rien que le tissu culturel local à Nancy, ça doit être à peu près 30% quand même du tissu artistique qui est passé par Emaï. Donc si on a une scène, nous, qui est très très active à Nancy, on sait qu'Emaï n'y est pas pour rien. Voilà. Et ça vraiment, ça va dans tous les sens. C'est vraiment une immense fierté, et c'est avant tout voilà le réseau. Donc il y a le réseau, le fait que vous aidez à construire aussi une identité aux artistes. Mais l'école, donc c'est pas seulement un lieu de formation professionnelle, c'est un lieu de rencontre avec des organisateurs de concerts, des chefs d'orchestre, des managers, des techniciens, des producteurs et tout un tas d'autres personnes dans le milieu. Mais c'est aussi un lieu de diffusion puisque vous disposez de 3 salles pour accueillir le public également. Alors spécialement surtout d'une salle. Alors vous savez, notre lieu, maintenant il commence à être un peu rincé. On va se dire la vérité, il est un petit peu rincé. Mais alors il est empreint de toute son histoire. C'est ça qui est génial. Et effectivement, on a une salle qui nous sert de salle de concert. Donc, on a souvent des masterclass, mais aussi il nous arrive d'organiser des événements dédiés au public. Donc oui, on diffuse. Mais en fait, la diffusion, elle se fait principalement, déjà via les réseaux. Évidemment, maintenant les réseaux sociaux, c'est devenu notre quotidien tous. Et la diffusion, elle se fait un peu comme une infusion, je dirais. C'est un peu comme un sachet de thé en fait, Emaï. C'est-à-dire que ça reste et ça se diffuse via ses élèves, via ses intervenants, etc. Et c'est une famille, tu parlais tout à l'heure, c'est un peu une famille avec des pédagogues, des professionnels de la musique depuis 40 ans. Et on parlait des fondations tout à l'heure, qui a été créée en 1981. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi, est-ce que les nouvelles initiatives qui ont été mises en place, est-ce que ça a évolué aussi selon les mœurs, Emaï ? Oui, ça évolue et ça continue d'évoluer. Alors, il y a eu un moment où Emaï a marqué un petit coup de frein dans son développement. C'était il y a quelques années. Il y a eu, parce que la musique a vraiment, il y a eu un très très gros tournant avec l'arrivée du streaming, etc. Ça a été un tournant très rapide, et notamment également sur la visibilité des différentes esthétiques de la musique. C'est-à-dire que Emaï, c'était principalement à un moment, on va dire, c'était surtout très rock, metal et jazz, sauf que moi, quand je suis arrivé à la direction de l'école, je suis dans ma 6e année, mais j'ai été prof là-bas depuis 2000, donc voilà, il y a que la bouteille. Mais là déjà, je sens un véritable tournant, c'est-à-dire que on est beaucoup maintenant sur les musiques électroniques, les musiques urbaines qui se mélangent. Moi, je crois au mélange en fait. Je pense pas qu'on arrive à inventer quelque chose. J'y crois pas du tout à l'invention. En tout cas, certains disent oui, mais tu vois, la musique urbaine c'est nouveau. Je fais chérie, les musiques urbaines. Ayam, ça a quel âge quoi? Enfin voilà. Donc clairement, on n'invente rien, mais c'est comme si on mixait. C'est comme une recette infinie avec des ingrédients partout. Et tiens, si on met un peu plus de ci, un peu plus de ça va donner tel style. Nous, j'y vais de plus en plus frontalement sur vraiment les nouvelles esthétiques. C'est-à-dire une dose d'électro évidemment de partout. Et après, qu'on élargisse le plus possible. On n'est pas simplement une école de guitaristes ou de chanteurs, comme on a pu nous le dire. À une époque, c'était l'école des guitaristes. Après, à l'époque où on était très présent sur The Voice, c'était l'école des chanteurs. Non, pas du tout. On est simplement un centre de formation pro des musiques actuelles. On a des jeunes. On vit avec le temps de nos jeunes qui sont là. On les écoute. D'ailleurs, là, j'en suis à ma à peu près 6e embauche de nouveaux intervenants qui sont des anciens élèves d'il y a 2, 3, 4 ans. Parce que ça va beaucoup plus vite que ça maintenant, la musique. Donc tu es en train de nous dire que c'est un brassage culturel qui est plus grand au sein de Emaï maintenant. Absolument.
Alors, je rappelle encore une fois que vous lancez à ce jour, le mercredi 27 octobre, un album musico-responsable qui réunit des artistes locaux. On en parlera juste après. Justement, on va écouter un son de cet album et ça s'appelle Chambre avec vue de l'artiste Loboel. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Je suis toujours en compagnie de Alexandre Esteban, directeur pédagogique et développement de la EMAI, Music Academy Internationale, que vous pouvez retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. Alors on vient juste d'écouter le titre Chambre avec vue de l'artiste local El Lobo, qui fait partie de l'album Musico-Responsable avec le projet de soutien Nancy All Star. Mais on retrouve également 16 autres artistes qui contribuent à donner de la visibilité à la scène nancéenne. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous expliquer comment ce projet s'est mis en place jusqu'à la sortie aujourd'hui, ce mercredi 27 octobre? Alors le projet, à la base, EMAI, nous on a un centre de formation pro. Alors soit on a également un label à côté, mais ça a été vraiment plutôt pour faire de la prod exé. C'est pas notre rôle de produire. Sauf que là, c'était l'année dernière. Ou même oui, c'était l'été, je crois, je sais plus. Je parlais avec un copain, justement artiste, et puis je m'inquiétais en me disant, mais tu vois bien tous ces bars où nous on aime aller, là où on aime découvrir des groupes, etc. Avec toutes ces fermetures, ils vont plus avoir un sou de trésor, ils vont plus avoir de trésor du tout, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que vont devenir nos artistes? Parce qu'en fait, et quand je disais nos artistes, je pensais déjà à nos élèves, en disant, mais quand ils sortent de l'école, le premier lieu où un artiste solo ou un groupe fait ses premiers pas, où il gagne ses premiers cachets, ben c'est les bars. C'est les bars et les restos. Donc là, je me suis dit, les restos vont, évidemment sont en souffrance, mais là, il va y avoir un ricochet. Le ricochet, c'est les artistes. Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Il existe une association qui s'appelle le GIP Café Concert. Alors qui est une association nationale et qui est super bien parce qu'en fait eux ils permettent aux bars lorsqu'ils produisent des artistes, donc lorsqu'ils les payent en cachet, de pouvoir sur demande évidemment une fois que le concert est fait, de pouvoir leur rembourser les charges sur les cachets. Donc ça, en gros, ça leur rembourse la moitié des cachets. Je me suis dit tiens, je vais appeler cette association en lui disant voilà, on essaye de créer un mouvement pour récolter des fonds et comme ça on vous les reverse. Ils n'ont pas voulu. Alors aussi étrange que ce soit, un particulier ou même une entreprise ne peut pas leur verser de fonds. Il faut obligatoirement passer par notamment par une municipalité par exemple, voilà. Et il s'avère que la ville de Nancy n'est pas du tout adhérente au GIP Café Concert. Zut. Donc je me suis dit mais comment je vais faire? Et de là je dis on va le faire tout seul. Donc l'idée principale c'est quoi? C'est on va produire une compilation d'artistes purement nancéens et tous les bénéfices de la vente de ces CD serviront à financer entièrement des concerts dans les bars et restaurants qui avaient l'habitude justement de passer des artistes. Donc c'est pour ça que là est né le terme de musico-responsable. Alors musico-responsable pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement là ce sont des artistes purement nancéens. Vous savez, nos artistes locaux, ce qu'on appelle les artistes de territoire, ils souffrent, ils sont en souffrance. Pourquoi? Parce que la plupart déjà, ce sont des artistes qui sont autoproduits. Et leur moyen de diffusion, c'est quoi? Ce sont, comme tout le monde, la scène, les réseaux sociaux et ensuite les plateformes de distribution. Mais les plateformes de distribution, mais c'est horrible pour un artiste auto-entrepreneur. Ou autoproduit, pardon, c'est horrible parce que il a qui en face de lui? Il a les grandes majors qui écrasent tous les autres artistes. Donc c'est presque comme s'il n'avait encore moins de visibilité qu'avant. Donc là, voilà en quoi on est musico-responsable. Ça va permettre déjà aux Nancéens de, quand ils vont prendre ce CD, alors tout le monde va me dire t'as fait un CD, mais il y a plus personne qui écoute des CD. Voilà, tout le monde, évidemment, tout le monde est sur son téléphone, son smartphone, pardon, etc. Oui, moi le premier, je le dis, j'écoute plus de CD. Ouais, mais le CD, c'est un objet. Et le fait de faire un geste, de prendre cet objet dans la main, dire je vais l'acheter, ça coûte 15 €, et que quand je fais ce geste, je sais que cette fois-ci et pour de vrai, ces 15 € vont aller directement pour aider les artistes.
Là, ce geste-là, il est extrêmement important. Et nous sommes responsables de nos artistes. Et que si on les regarde, et que si on continue, nous, à se dire « Ah je vais plutôt écouter les playlists de machin, de trucs, de bidules, avec toujours les mêmes artistes qu'on voit à la télé, qu'on voit partout, etc. » Mais on va faire crever tout le monde. Donc voilà. Donc là, clairement, voilà. Moi, je me suis dit « Il faut faire quelque chose. C'est pas possible, il faut qu'on en parle. » Donc, on a créé ce disque qui maintenant est entre vos mains. Je sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça va prendre du temps pour faire connaître ce projet, puisqu'à l'époque, il devait sortir l'année dernière, au printemps. Forcément, les médias étaient tout excités puisqu'il n'y avait rien à raconter. Là, ils le sont moins, bizarrement. Il y a plus de choses à raconter. Voilà. Donc déjà, merci à RCN parce que vous faites partie des rares à avoir rebondi, rebondi sur le projet et l'avoir trouvé sympa et nous donner un temps d'antenne pour parler de ce projet. Donc voilà. Et le message important qu'il faut faire passer, c'est que 4000 albums vendus, ce sont une trentaine de concerts qui peuvent être programmés dans les bars aussi. Ouais, complètement. Alors, il y a 4000 disques qui ont été pressés. Alors ça aussi, c'est de la folie. Tout le monde m'a dit, t'es malade, on vend pas 4000 disques comme ça. Mais moi, je compte déjà sur nos partenaires. Donc, puisque j'espère que le disque pourra se vendre de plus en plus. Notre partenaire principal, ça a été les Vitrines de Nancy. Via Sébastien Dukovic, qui a tout de suite aimé le projet, qui a dit écoute Alex, on va voir. Donc là, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de commerçants qui vont vendre donc le CD. Donc en tout cas, dès qu'on verra une affiche quelque part, ça veut dire que là le CD est en vente. Voilà, il va y en avoir également à la Fnac, mais 4000 CD sur Nancy, en vrai, on en parlait tout à l'heure, c'est pas beaucoup. On est combien? Allez, on va prendre les stricto nancéens, j'y ajoute même pas les étudiants. Alors, on va dire, allez, on est 100 000, 120 000, que stricto Nancy. 4000 CD, ça fait une personne sur 30 qui lâche 15 balles pour les artistes. Et en plus, il a un objet. En plus, il a une compile, et en plus, il va découvrir des artistes qu'il n'aurait pas connus autrement. C'est pas infaisable, moi je dis. Et t'as eu aussi des aides, vous avez eu aussi des aides pour financer le projet avec le Rotary International, le Lions Club International et Sœurs Optimistes International aussi. C'est ça, et pas que. Et en fait, pour presser un disque, alors évidemment le pressage coûte de l'argent pour presser le disque en physique, mais c'est pas que ça. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on appelle la SDRM, qui est en fait en gros le droit de reproduction mécanique, qui est très important puisque c'est ce qui rémunère les artistes présents sur le disque au niveau qui est redistribué après par la SACEM. Ok, donc ça coûte cher. Et donc tout cela mis bout à bout, c'est-à-dire le pressage, le graphisme, etc. Eh ben on arrivait avec une mise de départ qui était de plus de 8 000 €. Or on les avait pas. En tout cas, Email Productions, donc qui est la boîte de prod de l'école, n'avait pas du tout ces fonds. C'est simple, il y avait 0 sur le compte, donc on risquait pas de les avoir. Et de là, moi j'en ai parlé à une amie qui est très connue de nos amis de la culture, qui s'appelle Émilie François. Et c'est devenu une amie au fur et à mesure du temps, puisqu'elle est une longue carrière de plus de 19 ans au sein de la ville de Nancy au service culture et événementiel. C'est notamment à elle qu'on doit ces merveilleuses fêtes de la Saint-Nicolas. C'est elle qui a porté à bout de bras depuis des années, qui a gonflé ce truc-là. Avant, il faisait ça avec 3 ballons, comme elle le disait. Maintenant, on est sur un truc incroyable. Et j'en ai parlé, elle a trouvé l'idée géniale. Et je lui ai dit, écoute, faut que je trouve des fonds. Comment je fais? Donc, il y a effectivement eu le Rotary Club, le Lions Club, qui sont des amis de l'école. Et donc, les Sœurs Optimistes, eux, ça a été presque facile parce que c'est dans leur ADN, justement, d'adhérer à des œuvres de bienfaisance. Voilà, si on parle un peu à l'ancienne. Mais là, c'était pas suffisant. Je pouvais pas aller qu'avec eux. Et je dis à Émilie, comment je fais? Elle me dit, bouge pas, je te présente des potes. Et là, évidemment, elle m'a présenté Bertrand Cotic, elle m'a présenté Jean-Sébastien Bertrand, elle m'a présenté Malek. Ces 3 personnes sont en fait des patrons d'affaires, qui sont des patrons ils ont plusieurs bars. Par exemple, Jean Seb, il est Plastane, il a le Jean Lamour, mais pas que, il a le Ch'timi, le Barami, etc. Enfin voilà, tous ce sont des patrons qui, eux, n'étaient pas forcément dans le mal financièrement, puisque quand on a beaucoup d'affaires, ils avaient les reins un peu plus solides, même si c'était difficile. Et ils m'ont dit, ok Alex, on t'accompagne et on va te préacheter des CD. Donc ils m'ont préacheté chacun plus d'une centaine de CD, ce qui fait que j'ai vu les fonds
Et là, on a pu lancer l'opération, voilà. Justement, si on parle du CD en lui-même et des artistes, on retrouve des univers qui sont différents, des artistes avec Sona and the Freaking Ones. Tu me disais hors antenne justement qu'on retrouvait des artistes plus actuels et d'autres justement plus vieux. En quoi, du coup, tous ces mélanges de styles, ça fait un CD qui est harmonieux au final? Alors, je sais pas s'il est harmonieux, ça, ce sera à vous de me le dire. Mais en tout cas, l'originalité, ben voilà, c'est une partie de nos artistes, non, c'est rien. Donc c'est pluriel au niveau des esthétiques. Il y a de tout. Et au niveau des listes de bars, où vous avez une vingtaine de bars où vous comptez justement produire ces concerts, comme le Vestiaire, le Bouclard, Petit Gavroche, la Plantation ou les Trois Petits Points. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? Ce sont alors déjà ce sont des bars que j'ai fréquentés et des bars que les artistes fréquentent et que tout le monde, tous ceux qui aiment la musique, savent que il y avait des concerts. Il y en a beaucoup moins maintenant. D'où la raison de ce CD, donc achetez ce CD. Dès que vous voyez la petite affiche bleue Nancy All Stars, les artistes comptent sur vous. Merci beaucoup Alexandre Esteban d'être venu au micro des Masquetombes aujourd'hui. Je rappelle que tu es le directeur pédagogique et développement de la MII Music Academy Internationale. Alors je rappelle une dernière fois que l'album Musico, je laisse le représenter. Musico-responsable est disponible aujourd'hui dans les réseaux de diffusion comme les Vitrines de Nancy, l'Office du Tourisme, la Fnac et autres grands magasins de distribution dans les bars et les restaurants de Nancy. Je remercie aussi Cyril à la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous et on se retrouve à demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org